Autrefois capable de satisfaire les besoins de l'humanité, la planète a perdu sa capacité de régénération. La pression que nous exerçons sur elle a presque doublé en 50 ans. Et c'est une terre polluée et surexploitée que nous habitons aujourd'hui. Les besoins de nos sociétés, de la voiture jusqu'à nos activités industrielles en passant par l'habitat, continuent de la menacer de jour en jour. Avec une population mondiale et une consommation individuelle qui ne cesse de croître, si les sociétés de ce début du XXIe siècle n'adoptent pas de changements profonds, en 2030, nous aurons besoin de 2 planètes pour vivre. En un siècle, la population de la Terre a été multipliée par 4 et nous sommes passés d'une société rurale à une société en majorité urbaine. Dans cette configuration mondiale, l'habitat est devenu un enjeu environnemental de taille. À lui seul, le logement en France représente 20% des émissions de gaz carboniques, principal responsable du réchauffement de la planète. L'utilisation d'électricité pour le chauffage, la climatisation et la production d'eau chaude sont les principales sources de cette pollution. Mais la fabrication des matériaux pour le bâtiment et la consommation domestique d'eau contribuent aussi à la surexploitation des espèces, à la déforestation et au changement climatique. Et si aujourd'hui les Français sont favorables à des constructions plus respectueuses de l'environnement, très peu d'entre eux passent à l'acte. La petite commune de Bazouges-Souédé fait figure de chef de file. C'est la première municipalité à avoir développé un programme de logement écologique d'envergure dans le pays. Le lotissement démarré en 2001 est encore en cours de construction en 2009. On a vendu donc 22 terrains à des privés qui ont réalisé leur habitat, suivant un cahier des charges. Et autrement, on a construit aussi à l'entrée du lotissement là-bas, donc 10 logements locatifs, donc pour des familles à revenus plus modestes, parce qu'on voulait aussi créer ici ce qu'on appelle la mixité sociale, donc on ne voulait pas faire un quartier de riches ou un quartier d'écolos. C'était vraiment un nouveau quartier qu'on souhaitait, ou abordable pour le plus grand nombre, quoi. Jean-Christophe Bény, maire de ce village de 2000 habitants, a décidé de rompre ainsi les habitudes de construction et d'urbanisme en France. Alors vous voyez, on a fait une voirie minimaliste qui fait donc 3 mètres, vous voyez, pour que les enfants puissent jouer. Alors on l'a fait minimaliste pour éviter d'imperméabiliser trop de surface, ce qui est un problème quand on urbanise, et pour aussi réduire donc la vitesse de la voiture. Et les eaux pluviales autrement sont gérées par petits fossés et non pas avec des tuyaux, des busages classiques, quoi. Françoise Chéré et sa famille ont été parmi les premiers à s'installer dans le lotissement. Cet écologiste convaincu a opté pour l'autoconstruction. La mairie a imposé à tous ses habitants un cahier des charges visant à réduire l'impact des constructions sur l'environnement. Alors vous voyez, dans les ouvertures, le PVC était interdit. Et donc les gens pouvaient autrement prendre de la lime, mais on conseillait le bois. Et les gens ici ont joué le jeu. Donc, parce que le PVC est très énergivore et très polluant aussi en cas d'incendie. Et le problème n'est pas facile à recycler. Ouais. Donc ça, c'est une quoi en chêne ? Une chaîne. Et ici, donc, on est dans une maison botte de paille. Ouais. On ne le voit pas parce que les enduits sont faits. Ouais. Donc on a une maison, les gens l'ont compris ici, on a une maison, donc, comme la plupart des maisons ici, très bien isolée, quoi. Vous voyez, les gens ont compris qu'il fallait mettre l'argent dans les murs, c'est-à-dire dans l'enveloppe du bâtiment, pour avoir une très bonne isolation thermique. Et puis vous voyez, à côté de ça, ils achètent un chauffage qui vaut 600 €. 600 €, oui. Voilà. Dans le cahier des charges, autrement, donc, les gens ne pouvaient pas utiliser ici le parpaing pour monter les murs. Il était interdit. Donc les gens ont pris soit la brique, soit ici donc, la botte de paille, pas mal. Ouais. Et puis avec à l'intérieur donc, différents modes d'isolation, de remplissage des murs, soit de la ouate de cellulose, soit des panneaux de paille, ouais, certains. Les gens sont restés
sur des matériaux écologiques parce qu'on peut faire une maison en bois, extérieur bois, et puis mettre de la laine de verre dedans, ce qui ne va pas être faire une maison écologique du tout. Et ici, on est resté quand même sur des gens qui ont tous cherché à faire des produits écologiques au niveau des isolants. La ouate de cellulose ou la laine de bois, des choses comme ça, c'est des matériaux qui sont un petit peu plus chers, mais bon, la santé n'a pas de prix, quoi, je dirais. Hein. Bonjour. Ça va? Ça va bien. À côté des personnes familiarisées avec la construction écologique, d'autres ont fait leur premier pas comme Kevin. Il travaille dans le secteur du bois et c'est justement ce matériau qu'il a choisi pour sa maison. Aujourd'hui, il monte les murs qu'il a préparés cet hiver dans son garage. Oh, bah. Je trouve que ça se fait quand même plutôt pas trop mal. Mais bon, toute la construction, disons toute la fabrication a été faite avant, donc c'est l'avantage. La structure de la maison sera montée en 3 mois, mais il va falloir plus d'1 an de travaux à Kevin pour la rendre habitable. Une isolation en ouate de cellulose viendra améliorer ses qualités thermiques. 2 panneaux solaires seront ajoutés pour chauffer l'eau et une citerne de récupération d'eau de pluie est imposée par le cahier des charges de la mairie. Bon, je suis pas personnellement écolo, mais c'est surtout que je trouvais que c'était bien de construire avec l'air du temps, avec l'envie de revenir un peu à quelque chose de propre, de sain, chose qui est complètement logique, quoi. En fin de compte, on a trouvé le terrain un peu par hasard, parce qu'on cherchait donc un terrain tout simplement à construire. Déjà, premièrement, financièrement, parce que le terrain est beaucoup moins cher que sur tout le bassin rennais, du fait qu'il est aidé par la commune. Et puis, déjà, on avait déjà la démarche de vouloir faire une maison originale, qui nous ressemble, et surtout une maison en bois. Et justement, le contexte étant là, étant donné que le bois est quand même un élément sain, ça nous a permis de la construire. Si l'enthousiasme a toujours été là, la lourdeur administrative et les freins imposés par la réglementation n'ont pas rendu la tâche facile à la municipalité. Mais sa ténacité l'a finalement emporté. Nous, on n'a jamais eu la prétention ici de révolutionner la planète. J'estime qu'en tant qu'élu, mais en tant qu'habitant aussi, on doit chacun à son niveau, on doit avoir des comportements différents que ce qu'on a eu les 40 dernières années où on pensait effectivement que toutes les ressources étaient inépuisables, qu'on pouvait continuer à consommer un maximum. Je crois que bon, on sait aujourd'hui que c'est terminé, quoi. Notre grande satisfaction, c'est qu'on a démontré que c'était possible, quoi. Maison écologique, maison verte, maison bioclimatique, éco-habitat, éco-construction, maison éco-responsable. Voilà quelques termes utilisés pour désigner les nouveaux logements. Et si les définitions comportent des variations, toutes s'accordent sur un point central. Il s'agit d'un habitat qui doit prendre en compte l'impact environnemental. Particuliers, constructeurs, paysagistes, architectes, beaucoup en parlent en ce début de XXIe siècle. Avec l'exposition Habité écologique, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine a répondu à sa manière à ce phénomène. Car le constat est clair, l'habitat doit être repensé. Construire écologique aujourd'hui est de plus en plus urgent à cause de l'augmentation très rapide de la population qui a été multipliée par 4 entre 1900 et aujourd'hui, et aussi à cause de l'augmentation tout aussi rapide de l'urbanisation. En 1900, il y avait à peu près 15% d'urbains. Aujourd'hui, en Europe, ce sont 80% d'urbains et globalement dans le monde, 50% d'urbains. En 2007, quand la Cité de l'Architecture a ouvert ses portes, cette exposition était difficilement concevable. La majorité des architectes étaient encore réticents à la prise en compte du développement durable dans le bâtiment. Alors l'habitat écologique serait-il devenu aujourd'hui une mode ? Nous ne pouvons pas nous le permettre.
C'est-à-dire que maintenant, il faut absolument que tout le monde construise écologique, et non seulement que tous les bâtiments neufs soient écologiques, mais aussi qu'on rénove le parc ancien de manière écologique, puisque le parc ancien, c'est à peu près 98% du bâti. En France, jusque dans les années 70, les constructions répondaient avant tout à des besoins quantitatifs et oubliaient d'autres dimensions, notamment l'environnemental. Ces logements traditionnels étaient bâtis avec des matériaux très demandeurs d'énergie pour leur fabrication et difficiles à recycler et négligeaient complètement la consommation énergétique. Mais des voies de contestation proposaient déjà d'autres alternatives. Dans les années 70, la France était pionnière au niveau de l'architecture bioclimatique. Il y a eu à la fois des projets solaires, les fameuses 5000 maisons solaires. Il y a eu aussi des projets de lotissement en bois, de lotissement en terre à l'île d'Abo. Et ensuite, dans les années 80, c'est un petit peu retombé. La raison est essentiellement le choix énergétique fait par la France du nucléaire. Les pionniers français souhaitaient l'émergence d'un urbanisme durable comme réponse à la crise énergétique suscitée par les chocs pétroliers des années 70. Ils proposaient des maisons bioclimatiques construites en fonction de l'environnement. Yves Perret fait partie de ces premiers innovateurs. Il défend aussi l'idée d'un autre type de rapport entre les hommes, ce qui l'emmène à visiter régulièrement ces constructions. Bon, ça a changé un peu dehors, parce que depuis quand vous étiez venu la dernière fois, il faisait nuit. Ouais, vous avez labouré hier. Ouais. On commence. Ça sera bien dans 5 ans, ça sera très bien. Donc on est dans... Ah oui. Aujourd'hui, c'est la famille Loyer qui l'accueille. Et alors là, très franchement, on est tous dithyrambiques là-dessus. Mélange d'architectes, philosophes et poètes, Yves Perret continue de privilégier le bon sens dans l'architecture. C'est le premier dessin. Voilà. Vous voyez, nous on aime beaucoup les évidences. Par exemple, le poêle central est au milieu. À l'entrée, on a le temps de se secouer les pieds. C'est surélevé pour ne pas être par terre. Donc, c'est la palissade. Quand on est en bas, on voit le paysage. Quand on est en haut, on voit la lune. Tout le monde comprend ça. C'est-à-dire, on parle à quelque chose qui est à l'intérieur d'entre nous et que notre culture veut plus dire. Des choses toutes bêtes, quoi. Lors de la première fois que vous êtes venu, l'entretien a dû durer 2 heures. Et c'est au bout de ces 2 heures, je me suis rendu compte qu'à aucun moment on avait parlé de la maison qu'on voulait. Par contre, on avait parlé de la façon dont on vivait. Soit vous vous placez dans une logique de marché, et vous dites, Monsieur Loyer me demande une maison en rondin, etc. Je lui fais une maison en rondin, point barre. Ça, c'est la logique de marché. Et puis, il y a une autre façon de vivre, c'est respecter les gens, que de rentrer dans une discussion avec eux qui va nous faire un petit bout de chemin ensemble. La maison Loyer est le prototype de la maison bioclimatique. Elle prend en compte le climat et le site où elle est bâtie et associe des matériaux locaux. C'est la conception de sa structure qui apporte confort et économie. Les bois qui sont utilisés ici sont des bois locaux. Une des raisons de ce genre de choix, c'est que les gens qui produisent et qui travaillent ces essences sont des gens d'ici, donc ce qui implique que les modalités d'argent qui circulent à l'occasion de la mise en place de matériaux comme ça circulent à l'endroit où on construit. Pour qu'en s'avançant un petit peu, il augmente l'ombre sur ça. Pourquoi vous avez fait des trous comme ça? Pour le fun. Parce que le fun est extrêmement important dans la vie. Ça, c'est la première raison. Et puis après, il y a des raisons tout à fait secondaires d'efficacité de circulation d'air. Cette maison est orientée sud, ce qui permet de profiter au maximum du soleil en hiver. L'utilisation de monomures en briques et l'isolation en laine de bois pour le toit complètent les qualités thermiques de l'ossature bois. Vous êtes là sur un plancher Bisa. Donc en fait, c'est des gros morceaux de bois de 22 cm par
par 7 ou 8 cm, ce qui permet de rendre la maison plus compacte. Ce qui est évidemment intéressant climatiquement. M. Loyer disait tout à l'heure, 1 mètre de neige cet hiver. 1 mètre de neige cet hiver et presque trop chaud dans la maison, quoi. On devait se sentir bien dans la maison sans avoir à ajouter un tas d'artifices. C'est-à-dire que tout devait être... La base même, la structure de la maison était conçue de manière à ce que, d'emblée, sans rien rajouter, on s'y sente bien. Yves Perret utilise la maison individuelle comme un laboratoire. Dans chaque construction, c'est tout un questionnement des pratiques actuelles qu'il ne cesse de proposer. Sur le chantier où la nouveauté peut surgir, la formule « penser global, agir local » est le maître mot. Si par exemple j'utilise des roseaux de Camargue, il n'y aura pas besoin que l'Europe subventionne l'entretien des digues de la Camargue. Donc ça veut dire que si je fais des cloisons avec du plâtre et du roseau, chose technique qui existe, qu'on a utilisée, je contribue à ce que les gens qui sont en Camargue exploitent le roseau et donc entretiennent leurs digues. Parce que leurs digues deviennent un point nécessaire à leur vie. Aujourd'hui, on a tendance à dire ah, les digues sont en train de s'abîmer, on va subventionner. Ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas su connecter ce que je fais ici à ce qui se passe ailleurs, très loin. Moi, je donnerais comme définition d'un projet écologique quelque chose qui sécrète plus de vie après qu'avant. Alors la vie dans tous ses étages, la vie humaine, la vie des petites bestioles, la vie des sous-sols, la vie de l'atmosphère, la vie, etc. La vie au sens très 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 large. Alors qu'Yves Perret et d'autres architectes s'étaient lancés dans la voie de l'urbanisme durable, la France optait pour l'énergie nucléaire, avec le lot de dangers qu'elle représente pour la planète. Par le chauffage, la climatisation et l'eau chaude, les logements sont ainsi devenus dépendants du nucléaire, principale source d'électricité. Aujourd'hui, dans des proportions très inférieures, des énergies renouvelables sont disponibles pour les logements. L'éolien permet d'alimenter l'équivalent de 2,5 millions de personnes en électricité domestique, tandis que les matériaux d'origine biologique, comme le bois, sont employés pour la production d'électricité et pour le chauffage. Par la géothermie, la chaleur stockée dans les sous-sols est aussi exploitée pour chauffer les bâtiments. Dans la région Île-de-France, 160 000 habitations utilisent ce système. Et parmi toutes ces énergies renouvelables, celle du soleil reste peut-être la plus connue. Les panneaux photovoltaïques permettent de la capter pour produire de l'électricité, et le solaire thermique d'utiliser la chaleur du rayonnement pour chauffer l'eau. L'enthousiasme pour toutes ces énergies est là, et même si les chiffres ne sont pas percutants, les prévisions sont plutôt optimistes. Aujourd'hui, on est à 10% d'énergie renouvelable en France, dans la consommation d'énergie, et il a été décidé au niveau européen, et ça a été repris au niveau national, que la France aurait 23% d'énergie renouvelable en 2020. Ce qui veut dire donc qu'en 10 ans, on passera de 10% à 23%. C'est évident que énergie renouvelable, c'est qu'un morceau de la solution. Nous, on ne parle jamais d'énergie renouvelable toute seule, c'est énergie renouvelable et maîtrise de l'énergie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour consommer le moins possible. Et il est très clair que sur les bâtiments, il y a un potentiel qui est énorme en amélioration de la performance thermique des bâtiments, c'est-à-dire comment, pour accéder à un niveau de confort normal, c'est-à-dire à 19 degrés, je vais faire pour que mon bâtiment perde le moins possible la chaleur que je vais produire à l'intérieur. Utiliser les énergies renouvelables dans le logement, mais surtout construire des maisons à basse consommation énergétique. Voilà les deux principes écologiques que les Allemands mettent à l'œuvre depuis 1994 dans le quartier Vauban à Fribourg. Ce quartier est un véritable laboratoire du développement durable qui vise la planification urbaine, la réduction de l'empreinte écologique et la maîtrise de l'énergie.
Et au cœur de Vauban, la cité solaire, imaginée par l'architecte Rolf Disch. Ces maisons conçues pour consommer peu d'énergie et leurs panneaux solaires photovoltaïques sont devenus un symbole dans le monde entier. Elsa, une Française aussi soucieuse de l'environnement que de sa santé, s'est installée en 2007 dans un de ces logements qui tablent sur leur toit pour la production d'électricité. Alors en fait, cet appartement, il y a 2 étages. Là, on est dans le salon qui donne sur le balcon. C'est sympa, on peut mettre un hamac en été, vous voyez. On peut aller dehors. Donc vous voyez, en fait, ce toit, c'est directement des panneaux solaires qui sont posés comme des tuiles. Et ici, va être produit entre 6 et 7 000 kWh par an. Et donc le principe, c'est que tout est revendu sur le réseau. Parce qu'on vend, alors c'est comme en France, il y a des lois pour les énergies renouvelables, pour le tarif d'achat. On vend 50 centimes par kilowattheure et ce qu'on consomme, l'énergie classique, c'est 15 centimes par kilowattheure. Nous, on consomme de l'énergie uniquement verte. On doit payer 21 centimes le kilowattheure. C'est un toit dont on estime, alors si on prend la maison moyenne de 120 mètres carrés, on estime qu'il y a un surcoût de 30 000 € pour un toit comme ça, pour un toit solaire. L'architecte dit qu'il est remboursé en 8 ans, donc soyons prudents, disons 10 ans par exemple. Et puisque vous avez un tarif d'achat qui a garanti 20 ans, en fait, pendant les 10 ans suivants, votre maison non seulement vous fait économiser des charges parce qu'il y a très peu de chauffage, mais en plus elle vous rapporte de l'argent. Ce qu'il faut en retenir, je pense, c'est que d'abord il faut faire des maisons qui consomment presque pas. C'est d'abord l'efficacité des systèmes dans la maison et la sobriété énergétique. Et après, on peut rajouter le toit solaire. Mais c'est presque la cerise sur le gâteau. Elsa habite dans ce qu'on appelle une maison passive, une maison autonome pour ses besoins en chauffage. Selon la norme allemande, ce type de logement consomme au total moins de 50 kWh par mètre carré par an d'électricité pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'eau chaude, l'éclairage, alors qu'une maison traditionnelle en consomme environ 350. En France, des objectifs visant une réduction de la consommation énergétique sont fixés depuis 2007. Cette performance est possible grâce à l'orientation de la maison au sud, à la qualité d'isolation des murs et au triple vitrage. La ventilation à double flux qu'Elsa apprécie particulièrement y contribue aussi. Derrière ce boîtier, il y a un ventilateur. Le ventilateur, pendant 45 secondes, va extraire l'air qui est à l'intérieur, qui est chaud. Là, il fait 19 ou 20 degrés dans la maison et il n'y a pas de chauffage. Il va l'amener dehors. Et puis, il s'interrompt, il fait une petite pause et il fonctionne dans l'autre sens et il va amener de l'air frais. Et l'air frais ne va pas arriver à la température extérieure puisqu'il va passer sur des gaufrettes métalliques, c'est un échangeur thermique, et il va récupérer 90% de la chaleur de l'air qui est sorti. Et ça vous permet d'éviter de chauffer. Cette année, on a chauffé dans les périodes de grand froid 2 fois par semaine, mais ça dure 1 mois. Et la différence avec un appartement normal, c'est que vous avez toujours de l'air propre, de l'air neuf dans la maison. Donc d'un point de vue santé, c'est aussi très bien. Et ici, voilà, c'est assez agréable pour prendre le petit-déj au printemps, en été. Et, on est juste sous le toit solaire, donc là on voit un petit peu mieux la structure du toit. Et puis au loin, on voit la forêt noire. On est dans un contexte urbain et en même temps, on a toujours des petits bouts de nature partout, assez intéressants. Et c'est de la forêt noire que provient le bois pour chauffer l'eau et pour le chauffage quand Elsa en a besoin. Sa maison est raccordée à une centrale de cogénération, système qui permet la production simultanée d'électricité et de chaleur à partir de déchets de bois. Pour éviter des transports de flux, la centrale est située en bordure du quartier Vauban. Jürgen Hartwig, consultant urbaniste à Fribourg, nous sert de guide. Voilà, c'est ici où les camions arrivent régulièrement et qui vont verser leur contenu en tant que plaquettes forestières ou copeaux de bois. Oui, c'est l'odeur de la forêt noire. Ici, ça vient de tout près. C'est l'énergie locale. Avant tout, on utilise le bois pour la construction. Et les bois qui restent après les délagages, c'est ce bois qui arrive ici.
Alors, vous avez le plan du quartier ici. C'est là où se trouve la centrale, la chaufferie. Et sur ces plans, vous voyez 40 hectares qui sont chauffés par cette chaufferie. Là. C'est 2000 logements à peu près, 4700 personnes. La production d'électricité à partir du bois dans une centrale dégage une grande quantité de chaleur qui se disperse dans l'environnement. La cogénération évite de gaspiller cette chaleur et permet de l'utiliser pour chauffer les logements et l'eau. Ça, c'est la chaudière. Il y a des ventilateurs qui vont amener de l'air, de l'oxygène, et ils mélangent le bois avec une certaine quantité de l'air. Et c'est ça qui va faire une combustion qui est très bien et qui ne produise pas beaucoup d'émissions et qui ne crée pas beaucoup de cendres. La centrale rend autonome en chaleur toutes les habitations de Vauban et produit un tiers de l'électricité du quartier. L'ensemble des matériaux biologiques, comme la paille, les déchets agricoles et le bois, employés pour la production de chaleur et d'électricité, est connu comme biomasse. Mais pour Jürgen, son utilisation n'est pas l'idéal. La biomasse, c'est vrai, c'est considéré comme l'énergie renouvelable, mais on brûle quelque chose. Si on brûle de l'huile des plantes ou si on brûle les plaquettes ou les granulés, c'est vrai, quand même, on produit du CO2. Cela représente un danger quand le bois provient des forêts surexploitées. Ce qu'il faut chercher, c'est que la production de cette ressource renouvelable soit supérieure à la quantité brûlée. Ainsi, le gaz carbonique libéré lors de la combustion est neutralisé, comme c'est le cas pour la centrale de cogénération à Vauban.